Salut à tous, salut à toute ma team OM, vous êtes sur le travail de l'ombre. Ça y est, l'OM est qualifié pour les barrages d'Europa League et valide donc sa bonne saison de l'année dernière, récompensée par cette 5e place. Un ticket validé chez nos amis belges à l'issue d'un match plutôt décevant, mais ça je vous en dis plus tout de suite dans le débrief. Alors que Bordeaux, eux, tombe dans le piège hongrois de Vidéoton et n'est déjà plus européen, l'OM, lui, se qualifie et c'est bien tout ce qu'on retiendra à l'issue d'un match assez terne, voire ennuyeux. Un mal pour un bien peut-être, puisque dès dimanche, la reprise du championnat face à Dijon au Vélodrome va permettre aux joueurs d'être plus concentrés, d'être plus travailleurs, je l'espère en tout cas, et surtout, ils ne pourront pas nous sortir l'excuse de la trop grosse fatigue et de la trop grosse débauche d'énergie, puisque sincèrement, il n'y en a pas eu sur ce match. Mais revenons donc sur cette rencontre et d'abord sur la composition de Rudy Garcia qui effectue 2 changements par rapport au match aller. La rentrée de Lucas Ocampos dans le 11 de départ en lieu et place de Florian Thauvin et sur le côté gauche la titularisation du Bocan à la place de Patrice Evra. Alors pour Ocampos, ça me paraît clair, Rudy Garcia redistribue les cartes en ce début de saison et c'est bien logique. Il donne sa chance à Lucas Ocampos, auteur d'une belle préparation durant les matchs amicaux, d'autant plus que Florian Thauvin au match aller n'a pas fait la plus belle des prestations. Donc, jusqu'à là, c'est logique. Quant à Patrice Evra, là, on peut se poser un peu plus de questions. Est-ce que c'est un problème dû à sa blessure lors du match amical face aux Glasgow Rangers? Est-ce que c'est un problème à encaisser la grosse préparation italienne de Paolo? Ou est-ce que c'est tout simplement un choix du coach qui lui a préféré Ubocan, qui lui est plus défensif, qui va laisser moins d'espace dans le dos de notre défense? Sincèrement, je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Place au match maintenant et notamment à notre bon premier quart d'heure qui empêche totalement Ostende d'enflammer le stade et ça, ce fut important. On se procure même quelques occasions importantes par l'intermédiaire d'Ocampos qui heurte le poteau. En fait, cette première mi-temps, elle est vraiment à l'image du match aller avec la finition en moins. On se procure des occasions très intéressantes, mais on reste en danger sur les phases de contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés des Belges. Finalement, l'occasion de cette mi-temps et même du match intervient à la 38e minute pour Maxime Lopez qui frappe lui aussi sur le poteau, malheureusement. Après un gros travail de Dimitri Payet, c'était vraiment l'occasion parfaite pour sceller la qualification. La deuxième mi-temps, elle, est d'une toute autre physionomie et on subit pendant presque une demi-heure les assauts belges. Et sans 2, voire 3 très grands arrêts de Steve Mandanda, on peut vraiment se faire peur. L'entrée de Sertic à la 60e pour consolider notre milieu de terrain n'apporte réellement pas grand-chose si ce n'est quelques folies offensives. Quoique... Le dernier quart d'heure est lui beaucoup plus calme avec l'entrée de NJ et celle de Doria même dans les dernières minutes pour former une défense à 5. Finalement, une qualification logique sur l'ensemble des 2 matchs. Pour conclure avec mon avis, j'ai finalement vu un match décevant, voire pas rassurant du tout. Le premier point d'abord, c'est qu'on nous a rabâché en avant-match, que ce soit le coach ou les joueurs, qu'on venait pour gagner. Or, j'ai vu une équipe qui était dans la gestion de son avance. Le deuxième point, lui, c'est qu'au match à aller, j'ai vu énormément de faiblesses, de lacunes que j'ai retrouvées dans ce match retour, voire même qui ont été amplifiées. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et le troisième point qu'on ne peut pas occulter, c'est qu'on est en période de mercato et ce match a vraiment souligné nos besoins de recrues. Non pas d'une ou 2, mais bien de 5 à 6 renforts pour notre effectif. Sachant qu'il reste moins d'un mois, que les rumeurs sont de plus en plus rares, je n'étais pas inquiet, mais sincèrement, je le deviens. Pour cette partie, l'œil du coach, je vais aborder nos lacunes défensives et notamment le positionnement de nos défenseurs que je trouve beaucoup trop bas. Comme je l'ai dit dans ma conclusion du débrief, je n'ai vu aucune amélioration entre le match aller et le match retour. Je vais donc vous montrer ça tout de suite. On commence donc avec ces images du match aller qui arrivent dès le quart d'heure de jeu. Payet rentre dans la surface, percute mais perd le ballon. Récupération des Belges et là regardez. Regardez à quel point notre ligne défensive n'a pas suivi, n'a pas accompagné notre attaque et on se retrouve avec des espaces énormes dans le cœur du jeu. J'arrête l'image à nouveau pour vous montrer que du coup on a un Rolando qui est complètement perdu et inutile, qui décide de venir fixer l'adversaire, tout ça à 20 mètres, donc c'est complètement bête. Et dans cette situation, c'est bien à Luis Gustavo de le faire. De ce fait, il se fait éliminer bêtement par la passe, mais heureusement, l'attaquant, au moment de la passe, coupe son appel, ce qui permet à Rami de prendre un temps d'avance et de couvrir proprement. Seconde séquence maintenant où le principe est exactement le même. Suite à une offensive de notre part, nos centraux sont complètement désintéressés et restent dans une position très très basse. Je vous dessine avec cette ligne blanche la position où ils auraient dû être. Pour resserrer les lignes,
réduire les espaces et rendre beaucoup plus difficile la réalisation du contre et surtout éviter de laisser prendre de la vitesse à l'adversaire. Là encore, énième action de notre part où tout le bloc offensif fait un pressing pour récupérer un ballon très haut. Mais la défense, elle, ne suit absolument pas et laisse un trou énorme au centre du terrain. Alors qu'avec une défense à cette hauteur, on continuerait le pressing et on aurait beaucoup plus de chances de récupérer le ballon encore très haut. Et surtout, on éviterait de leur laisser l'espace suffisant pour nous contrer facilement. Heureusement, Rami sert très bien son attaquant. Là encore, avec ces nouvelles images, c'est bis repetita. La défense qui n'accompagne pas nos attaques, espace énorme, risque de contre, mais heureusement, Ostende est maladroit, car s'il transmet le ballon sur sa droite, ça peut vraiment être un gros danger. Passons maintenant à des images du match retour où, malheureusement, vous allez le voir, rien n'est corrigé. Même si sur cette action, j'ai l'impression qu'on a essayé, mais on a commis beaucoup trop d'erreurs. On voit là que pour une fois, Rolando est situé assez haut, comme je le demandais au match aller. Oui, mais voilà, il est bien trop en retard dans son duel. On ne récupère pas la possession, mais notez tout de même que le contre est ralenti par son positionnement et beaucoup plus compliqué. Mais évidemment, si cette fois notre défenseur est plutôt bien en place, c'est notre milieu qui n'est pas concerné par son repli, comme là avec Sanson, qui a pourtant de l'avance sur son adversaire, vous le voyez là, mais va se laisser aspirer par le ballon et ne pas rester au marquage, ce qui va permettre à son joueur de réussir à frapper. Nouvelle séquence encore où Mandanda allonge, on a 6 joueurs qui effectuent un gros pressing très haut, mais qui n'est pas du tout suivi par la ligne défensive, encore une fois, qui tarde à remonter. Je vous dessine encore où elle devrait se situer. Heureusement, le ballon revient dans les pieds du Bocan et vous allez voir que nos défenseurs resserrent enfin parfaitement, mais malheureusement trop tard à mon goût. Et enfin, on termine avec cette séquence presque caricaturale de mes explications où suite à une de nos attaques, la défense ne suit toujours pas et laisse un espace énorme pour le contre. Je vous dessine une nouvelle fois où elle aurait dû être et j'encadre l'attaquant pour vous montrer qu'avec une ligne haute, Rolando ou Rami devaient être collés à lui. Heureusement, là encore, l'attaque n'aboutit pas. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible avec ces images parce que c'est pour moi le point le plus important à régler au plus vite et en priorité sur nos prochains matchs parce que ça nous met vraiment dans un danger constant. On surveillera ça donc attentivement dimanche et passons maintenant au top et au flop. Le premier du top, c'est évidemment sans surprise Steve Mandanda avec 8 sur 10. Il est l'homme du match côté marseillais avec 2 voire 3 arrêts décisifs en deuxième mi-temps. Il n'est pas irréprochable au match aller, mais il contribue fortement à la qualif avec cette grosse prestation. Le deuxième, avec 6,5 sur 10, c'est Luis Gustavo. Il a mis beaucoup d'agressivité sur ce match, qui lui a d'ailleurs valu un carton jaune dès la 3e minute. Il a ratissé beaucoup de ballons malgré qu'il soit vraiment esselé dans son milieu de terrain et il a été précieux par moments dans sa relance. Le troisième, avec la note de 6 sur 10, c'est Adil Rami. Correct défensivement, même s'il ne fait pas un énorme match, il devient quasi indispensable dans cette défense aux abois. Sa présence rassure un peu, même s'il pêche parfois dans sa relance. On passe au flop maintenant avec le premier et la note de 3,5 sur 10, c'est Rolando. Beaucoup trop de lacunes, d'imprécisions, de déchets dans sa relance, ce qui gâche le peu de bonnes choses qu'il fait. Le deuxième, avec 4 sur 10, c'est Ubocan. À vrai dire, c'est pas vraiment surprenant ni différent de ses autres matchs, il est vaillant, mais tellement limité. Le troisième de ce flop, c'est Maxime Lopez avec 4 sur 10. Alors, je vais pas me faire que des amis en le mettant là, mais c'est clairement décevant et c'est pas bon tout simplement en ce début de saison. Je le sens un peu perdu dans son placement, je vois très peu de complémentarité avec Sanson et Luis Gustavo. Il perd un ballon qui peut coûter très cher à la 30e minute, dans le même esprit qu'à l'aller qui engendre la faute de Sakai et le penalty. Il loupe une action décisive en frappant sur le poteau. Bref, je suis inquiet pour lui car il nous manque clairement quelque chose au milieu et c'est lui qui en fera les frais à coup sûr. Alors, avant de commencer, une petite piqûre de rappel pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui ne connaissent pas le principe de cette partie, puisque cette partie, c'est la vôtre. En effet, si vous voulez donner votre avis, votre analyse, me poser une question ou passer un coup de cœur, un coup de gueule, bref, peu importe, vous avez carte blanche, il suffit de tweeter avec le hashtag LTDLO. Et ça, c'est valable toute la saison pour tous mes débriefs. Si vous voulez passer sur ma vidéo, il vous suffit de tweeter avec le hashtag LTDLO. Voilà. Le principe est rappelé, passons donc maintenant à vos tweets. Voilà, je me suis armé de mon téléphone,
on va aller sur le hashtag LTDLO et tâcher de répondre à vos questions ou passer vos analyses. Donc on commence avec Nico Rafa qui nous dit « Il serait temps d'aller chercher Vainqueur. On le connaît et à moindre coût, qu'en penses-tu » Sincèrement, Vainqueur nous a rendu de grands services l'année dernière, mais cette année, je pense pas que ça soit nécessaire parce qu'on a recruté Luis Gustavo. Et Luis Gustavo, c'est simplement un vainqueur en beaucoup plus fort. Donc, je pense pas que la solution soit Vainqueur. Maintenant, on a besoin d'un milieu de terrain, on est d'accord. Je trouve que Samson Lopez, ça reste le même profil et ça m'embête un peu. J'ai l'impression que la complémentarité Gustavo, Samson Lopez, ça marche pas forcément. On a besoin d'un profil type Sissoko, qui pour moi serait une bonne recrue. Et pour moi, ce qui serait une très bonne recrue, alors certes, ça vient juste d'une idée comme ça, j'ai vu aucune rumeur à ce sujet, mais pour moi, Leroy Fer serait la recrue parfaite. Ensuite, on a Foufi qui nous dit « Ubokan n'a pas prouvé qu'il peut être le remplaçant d'Evra et que la priorité transfert serait un remplaçant pour Sakai ou un défenseur central. » Sincèrement, pour moi, Ubokan, il a rien prouvé du tout, il a jamais rien prouvé, je suis vraiment très déçu par ce joueur et je n'attends plus rien. Maintenant, évidemment, la priorité, c'est un défenseur central. Et vraiment, j'attends un gros joueur à ce poste pour être à côté de Rami. Et évidemment, on a besoin aussi de doublure, que ce soit pour Sakai ou pour Evra. Là, j'attends peut-être moins un grand nom et plus un joueur d'avenir. J'attends Zubizarreta sur ce point pour nous dénicher une ou deux pépites du championnat espagnol et ramener des joueurs qui peuvent exploser cette année. Mais évidemment, la priorité, c'est le défenseur central et Ubokan, pour moi, ne fait absolument pas l'affaire. On a également Matrix73 qui nous dit « Match mitigé, on pouvait faire mieux. Bon match de Mandanda et d'Ocampos qui se sont donnés à fond jusqu'à la fin. » Évidemment, Mandanda, grand match, homme du match, il nous sauve la mise. On aurait vraiment pu se faire peur si on encaissait un but. Quant à Ocampos, oui, c'est donné. Il a essayé de saisir sa chance. Il s'est beaucoup donné défensivement. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je trouve qu'on en fait beaucoup sur ce joueur pour finalement pas grand-chose. Ensuite, on passe à Gabi OM Forever qui nous dit « Ce match ressemblait à un match de Coupe de France. Quand un club amateur bouscule un club pro, difficile de juger à chaud. » C'est exactement ça, typique des matchs de coupe. En première mi-temps, on peut se mettre à l'abri avec Maxime Lopez qui malheureusement frappe sur le poteau. Derrière, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri surtout de se faire peur. Heureusement qu'on a un grand Steve Mandanda qui nous fait les 2-3 arrêts nécessaires. Et voilà, c'est typique des matchs de coupe. À l'aller également, on avait eu un match un peu débridé avec ce 4-2. Voilà, tu as totalement raison, typique des matchs de coupe, mais on le sait, dans les matchs de coupe, le principal, c'est de se qualifier, et on l'a fait. On a Jay Parker qui nous dit « Rolando a fait beaucoup de bonnes interventions, mais ses relances, c'est loin d'être fabuleux. On va retenir la qualification. » Ouais, Rolando a fait quelques bonnes interventions, a perdu beaucoup de ballons dans sa relance. Moi, Rolando, je l'ai mis dans mon flop, j'ai vraiment du mal avec lui. J'attends avec impatience la recrue d'un grand défenseur central, ce que j'espère vraiment qu'il sera très important. Maintenant, voilà, comme tu le dis, seule la qualif compte, mais ça reste quand même inquiétant du côté de Rolando. On a OM Massilia qui nous dit un match retour très décevant. Aucune envie et aucune hargne. On a pu admirer nos faiblesses en défense. Il reste un mois, faut bouger. Alors, je te trouve un peu dur quand tu dis aucune envie et aucune hargne. Maintenant, oui, on a été dans la gestion. Ça a été très décevant. Nos faiblesses en défense, on est entièrement d'accord. Faut que les choses bougent. Écoute, j'espère, on croise les doigts. Mais on est globalement d'accord en tout cas. Ensuite, on a Jérémy Tamalou qui nous dit « J'adore Germain, mais là, c'est typiquement le genre de match où un pivot nous aurait fait le plus grand bien. » Alors, on est entièrement d'accord qu'un pivot, on aurait pu s'appuyer dessus, il aurait pu conserver les ballons, gagner beaucoup de ballons dans le domaine aérien, etc. Mais honnêtement, face à Ostende, est-ce qu'on doit avoir un pivot? Non, parce qu'on doit être supérieur à Ostende, on doit tenir le ballon et on doit être meilleur techniquement, physiquement, bref, dans tout. Donc honnêtement, oui, je suis entièrement d'accord dans les matchs où on est en difficulté, avoir un pivot, c'est important. Mais sur ce match face à Ostende, Germain doit nous suffire largement, quoi. Il y a Samuel aussi qui nous dit « Salut travail de l'ombre, vraiment propre ta vidéo. » Donc merci. « Penses-tu que Ocampos peut être un bon remplaçant pour Thauvin ?» Sincèrement, je vais pas passer par quatre chemins. Non, je pense pas que c'est un bon remplaçant. Il a fait une bonne prépa, mais comme il fait très régulièrement et souvent durant la saison, il devient fantomatique. Là, avec sa prestation, j'ai pas été impressionné plus que ça, voire même un peu déçu. Sincèrement, je pense pas que Ocampos est le bon remplaçant pour Florian Thauvin. Et on va finir avec une exception puisque les deux derniers tweets seront de la même personne, Gagou, qui était au stade et dans le parcage marseillais. Et il m'envoie en début de match cette photo où il nous dit « Petite dédicace à mon ami du travail de l'ombre. Pas de ralenti ici, donc pressé de voir le débrief. » Franchement, ça fait super plaisir, merci. Et il finit donc avec un autre tweet à la fin du match pour donner son analyse.
et nous dit match plat avec un grand Mandanda. Grosse ambiance dans les tribunes, mais il manque des joueurs qui pèsent sur le jeu, type Giroud ou Sissoko. Et donc pour conclure cette partie la communauté, je vais vous partager sa vidéo, mais je vais faire d'abord une petite parenthèse pour vous dire que vous aussi, si vous êtes au stade et que vous voulez partager votre analyse avec une vidéo ou une photo des tribunes, n'hésitez surtout pas, je trouve l'idée vraiment sympa. Voilà, je vous partage donc sa vidéo. Voilà, ce débrief touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à écrire un commentaire pour donner votre avis et continuer le débat avec moi. Je vous invite également, pour ne louper aucune de mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter. Je vous dis à très vite pour le prochain débrief qui sera la première journée de championnat contre Dijon au Vélodrome. Et bien sûr, allez l'OM!